Décembre 1941. Les avant-postes allemands se trouvent à seulement 19 km du Kremlin. À travers leurs jumelles, les soldats observent les clochers dorés de Moscou scintiller dans le soleil d'hiver. Leur commandant, le général feldmarschall Fedor von Bock, contemple la capitale soviétique qu'il a poursuivie pendant 6 mois. Puis, l'impensable se produit. La température chute à moins 40 degrés, les moteurs des chars refusent de démarrer, et une contre-offensive soviétique massive balaye ses troupes épuisées. En quelques semaines, l'homme qui avait conquis la Pologne et la France voit sa carrière s'effondrer dans la neige russe. Mais qui était vraiment Fedor von Bock? Comment un tacticien brillant a-t-il pu échouer si près du triomphe? Et pourquoi son nom reste-t-il moins connu que ceux de Rommel ou Guderian? Fedor von Bock est né le 3 décembre 1880 à Küstrin, en Prusse orientale, dans une famille où le service militaire constituait une tradition séculaire. Son père servait comme général dans l'armée prussienne, établissant des attentes élevées pour le jeune Fedor. Cette lignée militaire remontait à plusieurs générations, créant une pression considérable sur lui pour maintenir l'honneur familial. L'environnement dans lequel il grandit valorisait la discipline, le devoir et l'obéissance inconditionnelle aux supérieurs. À l'âge de 18 ans, en 1898, von Bock rejoint le 5e régiment de grenadiers de Potsdam, l'une des unités les plus prestigieuses de l'armée impériale allemande. Cette affectation reflétait le statut de sa famille et ses propres capacités prometteuses. Les officiers prussiens de cette époque recevaient une formation rigoureuse en tactique, histoire militaire et leadership. Von Bock se distingua rapidement par son sérieux et sa maîtrise des opérations militaires. Ses instructeurs notèrent sa capacité analytique et son approche méthodique des problèmes tactiques. En 1904, il fréquente l'Académie de guerre prussienne, l'institution qui formait l'élite du corps des officiers allemands. Cette formation, approfondie en stratégie et opérations militaires, façonna sa vision de la guerre moderne. L'Académie mettait l'accent sur l'initiative des commandants subalternes et la rapidité d'exécution, des principes qui influenceraient plus tard son commandement. Von Bock excellait dans l'analyse des campagnes historiques, particulièrement celles de Napoléon et de Moltke. Lorsque la Première Guerre mondiale éclate en 1914, von Bock sert comme capitaine d'état-major. Contrairement à beaucoup d'officiers de son rang, il participe aux opérations tant sur le front occidental qu'oriental. Cette expérience diversifiée lui permet d'observer différents types de guerres et de terrains. Sur le front occidental, il constate les limites de la guerre de tranchées statique. Sur le front oriental, il découvre la fluidité des opérations de mouvement sur de vastes étendues. Au cours de la guerre, von Bock gravit rapidement les échelons, terminant le conflit avec le grade de major. Il reçoit la croix de fer de première classe pour sa performance lors de plusieurs engagements critiques. Plus important encore, il développe une compréhension approfondie de la logistique et de la coordination entre différentes armes. Ces leçons s'avéreraient essentielles dans les campagnes futures. La défaite de 1918 et les conditions humiliantes du traité de Versailles marquèrent profondément von Bock, renforçant son désir de restaurer la puissance militaire allemande. Après la guerre, l'armée allemande est réduite à seulement 100 000 hommes, selon les termes du traité de Versailles. Von Bock fait partie des officiers sélectionnés pour rester dans cette Reichswehr diminuée. Cette continuité de service lui permet de maintenir son expertise militaire pendant une période où beaucoup d'officiers compétents quittent l'armée. Durant les années 1920, il occupe divers postes d'état-major et de commandement, perfectionnant ses compétences en planification opérationnelle. L'arrivée d'Hitler au pouvoir en 1933 transforme radicalement les perspectives de carrière de von Bock. Le nouveau régime nazi lance un programme massif de réarmement, violant ouvertement le traité de Versailles. Von Bock, désormais général, observe cette expansion avec un mélange d'approbation professionnelle et de réserve personnelle. Il apprécie la renaissance de la puissance militaire allemande, mais reste sceptique face à l'amateurisme stratégique d'Hitler. En 1935, von Bock reçoit le commandement du Wehrkreis III à Berlin, une position prestigieuse qui le place au cœur du réarmement allemand. Ce poste lui permet d'influencer la formation et l'organisation des nouvelles unités. Il met l'accent sur la mobilité et la coordination interarmes, des concepts qui deviendront centraux dans la doctrine de la Blitzkrieg. Cependant, von Bock n'est pas un nazi convaincu. Aristocrate prussien de la vieille école, il considère Hitler comme un caporal autrichien parvenu. Néanmoins, il partage avec le régime la conviction que l'Allemagne mérite de retrouver son statut de grande puissance.
En 1938, lors de la crise entre Hitler et plusieurs généraux opposés à ses plans d'expansion, von Bock reste en retrait. Cette neutralité calculée lui permet de survivre politiquement, alors que d'autres officiers sont évincés. Von Bock comprend qu'un officier de carrière doit servir l'État, quel que soit le gouvernement en place. Cette mentalité prussienne traditionnelle l'empêche de remettre en question les ordres, même lorsqu'il nourrit des doutes privés. À la veille de la Seconde Guerre mondiale, von Bock commande le groupe d'armées Nord, une formation massive qui jouera un rôle central dans l'invasion de la Pologne. Sa réputation d'officier compétent mais austère est bien établie. Ses subordonnés le respectent pour son professionnalisme, mais le trouvent distant et exigeant. Von Bock attend de ses troupes une exécution impeccable des ordres et tolère peu les échecs. Cette rigueur produira des résultats tactiques impressionnants, mais contribuera également à des tensions avec certains commandants plus flexibles. Le 1er septembre 1939, l'Allemagne envahit la Pologne, déclenchant la Seconde Guerre mondiale. Le groupe d'armées Nord de von Bock, composé de la 3e et de la 4e armée, attaque depuis la Prusse orientale et la Poméranie. Son objectif principal consiste à couper le corridor polonais et à encercler les forces polonaises dans le nord du pays. Dès les premières heures, les divisions blindées de von Bock percent les défenses polonaises désorganisées. La campagne polonaise démontre l'efficacité de la guerre mécanisée moderne. Les chars et l'aviation allemands collaborent pour désorienter et fragmenter l'armée polonaise. Von Bock coordonne habilement ses formations blindées avec l'infanterie motorisée, créant des poches d'encerclement successives. Le 3 septembre, ses troupes atteignent la Vistule, près de Varsovie, avançant de plus de 200 km en 3 jours. Cependant, la campagne révèle également des faiblesses logistiques. Les colonnes blindées dépassent leur ligne d'approvisionnement, causant des pénuries de carburant et de munitions. Von Bock doit ralentir son avance à plusieurs reprises pour permettre aux unités de ravitaillement de rattraper leur retard. Ces problèmes préfigurent les difficultés majeures qui émergeront lors des campagnes ultérieures en territoire soviétique. Le siège de Varsovie constitue un épisode sombre de la campagne. Von Bock ordonne des bombardements intensifs de la capitale polonaise pour forcer sa reddition. Des quartiers résidentiels sont détruits, causant de lourdes pertes civiles. Lorsque la ville capitule le 27 septembre, von Bock justifie ses méthodes par la nécessité militaire. Cette approche reflète une mentalité qui place l'efficacité opérationnelle au-dessus des considérations humanitaires. La Pologne tombe en moins de 5 semaines. Von Bock reçoit la croix de chevalier de la Croix de Fer pour son rôle dans cette victoire rapide. Cependant, il observe avec inquiétude les actions des unités SS et des Einsatzgruppen qui suivent l'armée. Ces formations commettent des atrocités massives contre les civils polonais, particulièrement contre les populations juives. Von Bock soulève des objections auprès de ses supérieurs, non par compassion morale, mais parce que ces actions perturbent les opérations militaires et ternissent la réputation de l'armée. Ces protestations restent sans effet, établissant un précédent inquiétant pour les campagnes futures. Après la Pologne, von Bock reçoit le commandement du groupe d'armée B pour l'offensive occidentale prévue au printemps 1940. Cette formation massive doit traverser la Belgique et les Pays-Bas, attirant les forces alliées vers le nord, pendant que le groupe d'armée A de von Rundstedt exécute la percée décisive à travers les Ardennes. Von Bock accepte ce rôle de diversion avec réticence, préférant être au centre de l'action principale. Le 10 mai 1940, ses troupes franchissent les frontières belges et néerlandaises. Rotterdam tombe après un bombardement dévastateur qui tue près de 900 civils. Von Bock justifie cette action comme nécessaire pour accélérer la capitulation néerlandaise. Les Pays-Bas se rendent le 14 mai, permettant à von Bock de concentrer ses forces sur la Belgique. Pendant ce temps, le plan allemand se déroule avec une précision remarquable. Les forces alliées, incluant le corps expéditionnaire britannique et les meilleures divisions françaises, avancent en Belgique pour rencontrer le groupe d'armée B de von Bock. Cette manœuvre les éloigne des Ardennes, où les Panzerdivisionen de Guderian percent les défenses françaises faiblement tenues. Lorsque les Alliés réalisent la véritable menace, il est trop tard. Von Bock poursuit les forces alliées en retraite vers Dunkerque. Ses troupes encerclent le corps expéditionnaire britannique et plusieurs divisions françaises contre la Manche. Puis Hitler ordonne un arrêt controversé, permettant aux Britanniques d'évacuer plus de 300 000 soldats. Von Bock proteste vigoureusement contre cet ordre, arguant que ses forces peuvent achever l'encerclement.
Cependant, il se conforme à la directive, manquant une opportunité de détruire complètement l'armée britannique. Après Dunkerque, von Bock participe à la phase finale de la campagne française. Ses troupes franchissent la Somme et avancent vers Paris. La résistance française s'effondre face à la supériorité allemande en coordination et en puissance de feu. Le 14 juin, les troupes allemandes entrent dans Paris. Von Bock reçoit une promotion au grade de général-feldmarschall le 19 juillet 1940, rejoignant l'élite des commandants militaires allemands. La victoire française représente l'apogée de la carrière de von Bock. En seulement 6 semaines, l'Allemagne a vaincu ce que beaucoup considéraient comme la plus puissante armée d'Europe. Von Bock jouit d'un prestige considérable, bien que son rôle de diversion ne lui apporte pas la gloire de Guderian ou Rommel. Cependant, cette victoire facile engendre une confiance excessive dans les capacités de la Wehrmacht. Peu de commandants, y compris von Bock, anticipent les défis monumentaux qui les attendent en Union soviétique. Le 22 juin 1941, l'Allemagne lance l'opération Barbarossa, l'invasion de l'Union soviétique. Von Bock commande le groupe d'armées Centre, la formation la plus puissante jamais assemblée, comprenant 2 armées blindées et 2 armées d'infanterie. Son objectif principal consiste à avancer vers Moscou à travers la Biélorussie, détruisant les forces soviétiques en route. Les premières semaines semblent confirmer toutes les prédictions optimistes. Les Panzerdivisionen de Guderian et Hoth percent les lignes soviétiques avec une facilité déconcertante. Des encerclements massifs à Minsk et Smolensk piègent des centaines de milliers de soldats soviétiques. Von Bock coordonne ses opérations avec une efficacité remarquable, démontrant sa maîtrise de la guerre mécanisée. En 2 mois, ses troupes avancent de plus de 600 km, s'approchant de Moscou. Cependant, des problèmes émergent rapidement. Les distances soviétiques dépassent tout ce que les Allemands ont connu auparavant. Les lignes d'approvisionnement s'étirent dangereusement, causant des pénuries chroniques de carburant, munitions et pièces de rechange. Von Bock signale ces difficultés à ses supérieurs, mais reçoit l'ordre de continuer l'avance. L'infrastructure routière soviétique, primitive même selon les standards de l'époque, se détériore sous les mouvements constants de véhicules lourds. La résistance soviétique, bien qu'initialement désorganisée, se durcit progressivement. Contrairement aux Français, les Soviétiques ne capitulent pas après des défaites initiales. Ils continuent de combattre, absorbant des pertes qui auraient détruit n'importe quelle armée occidentale. Von Bock observe avec inquiétude que chaque poche d'encerclement éliminée est remplacée par de nouvelles formations soviétiques. Cette capacité de régénération dépasse toutes les estimations du renseignement allemand. En août 1941, Hitler détourne les forces blindées de von Bock vers l'Ukraine pour soutenir le groupe d'armées sud. Von Bock proteste énergiquement, arguant que Moscou doit rester l'objectif prioritaire. Cette décision stratégique crée un retard de 6 semaines crucial, permettant aux Soviétiques de renforcer les défenses de Moscou. Von Bock considère ce détour comme une erreur catastrophique qui coûtera la campagne. Lorsque l'opération Typhon, l'offensive finale sur Moscou, débute le 2 octobre 1941, les conditions ont changé radicalement. Les pluies d'automne transforment les routes en bourbiers, paralysant les véhicules allemands. Ce phénomène, connu sous le nom de Rasputitsa, ralentit l'avance à quelques kilomètres par jour. Von Bock regarde avec frustration ses Panzerdivisionen s'enliser littéralement dans la boue russe. Malgré ces obstacles, les troupes de von Bock réalisent encore des encerclements impressionnants à Vyazma et Bryansk, capturant plus de 600 000 soldats soviétiques. Ces victoires tactiques masquent cependant des problèmes stratégiques croissants. Les pertes allemandes s'accumulent, et les divisions d'infanterie opèrent à 50% de leur effectif théorique. Les soldats sont épuisés, après 5 mois le combat continue. En novembre, le gel durcit le terrain, permettant une reprise de la mobilité. Von Bock lance une dernière offensive désespérée vers Moscou. Le 2 décembre, des éléments avancés de reconnaissance atteignent la banlieue de Khimki, à seulement 19 km du Kremlin. C'est le point le plus proche que l'armée allemande atteindra jamais de la capitale soviétique. Puis la température chute brutalement. Les thermomètres enregistrent moins 40 degrés Celsius. Les soldats allemands, non équipés pour un hiver russe, souffrent terriblement. Les moteurs des chars et des camions refusent de démarrer. Les armes automatiques se grippent. Les approvisionnements n'arrivent plus. Von Bock signale que ses troupes ne peuvent plus avancer, mais il reçoit l'ordre de maintenir les positions. Le 5 décembre 1941,
l'armée rouge lance une contre-offensive massive. Des divisions sibériennes fraîches, équipées pour l'hiver, frappent les flancs exposés du groupe d'armées centre. Von Bock tente de coordonner une défense cohérente, mais ses troupes sont trop dispersées et affaiblies. Pour la première fois depuis 1939, la Wehrmacht bat en retraite sur un front majeur. Hitler ordonne un pas de retraite strict, exigeant que chaque position soit défendue jusqu'au dernier homme. Von Bock, face à l'effondrement de son groupe d'armées, demande l'autorisation d'établir des lignes défensives plus courtes et plus tenables. Cette requête pratique entre en conflit avec la rigidité idéologique d'Hitler. Les tensions entre le général-feldmarschall et son Führer atteignent un point de rupture. Le 18 décembre 1941, von Bock est relevé de son commandement, officiellement pour raison de santé. En réalité, il est devenu un bouc émissaire commode pour l'échec devant Moscou. Son remplacement par Kluge ne change rien à la situation catastrophique. Mais il permet à Hitler de montrer qu'il agit face à la crise. Von Bock quitte le front avec amertume, convaincu que la victoire était possible si Hitler avait écouté ses conseils militaires. L'échec devant Moscou marque un tournant décisif dans la guerre. L'aura d'invincibilité de la Wehrmacht est brisée. Les Soviétiques démontrent leur capacité à absorber des pertes massives et à contre-attaquer efficacement. Pour von Bock, c'est la fin de sa période de succès militaire ininterrompue. Les mois suivants révéleront que ni lui ni l'armée allemande ne retrouveront jamais leur élan initial. Après son limogeage du front de Moscou, von Bock passe plusieurs mois en semi-disgrâce. Cependant, les revers allemands en Ukraine au printemps 1942 conduisent à son rappel. En juillet, il reçoit le commandement du groupe d'armée Sud, rebaptisé groupe d'armée B, pour participer à l'opération Bleue, l'offensive d'été vers le Caucase et Stalingrad. Von Bock aborde cette nouvelle mission avec scepticisme. Il observe que les objectifs sont trop ambitieux, compte tenu des ressources disponibles. L'offensive doit simultanément capturer les champs pétrolifères du Caucase et Stalingrad sur la Volga, divisant les forces allemandes sur un front de plus de 1000 km. Von Bock recommande de concentrer les efforts sur un seul objectif, mais ses conseils sont ignorés. Les premières phases de l'opération se déroulent favorablement. Les forces de von Bock avancent rapidement dans les steppes ukrainiennes, repoussant les soviétiques vers le Don. Cependant, contrairement aux encerclements de 1941, peu de troupes soviétiques sont piégées. Staline a ordonné des retraites stratégiques pour préserver ses forces, une leçon apprise des désastres de l'année précédente. Von Bock entre rapidement en conflit avec Hitler sur la conduite des opérations. Le Führer modifie constamment les priorités, détournant des unités d'un objectif à l'autre. Von Bock proteste que cette indécision tactique gaspille le temps et les ressources précieuses. Les tensions culminent lorsque Hitler divise le groupe d'armée B, créant le groupe d'armée A pour l'offensive caucasienne. Le 13 juillet 1942, après seulement 2 semaines de commandement, von Bock est relevé définitivement. Hitler invoque à nouveau des raisons de santé, mais la véritable cause réside dans les désaccords stratégiques persistants. Von Bock refuse de devenir un exécutant docile des décisions erratiques d'Hitler. Pour le Führer, qui tolère de moins en moins les conseils contradictoires, von Bock représente un problème à éliminer. Cette destitution finale met fin à la carrière militaire active de von Bock. Il passe les dernières années de la guerre sans commandement, observant avec désespoir la détérioration de la situation allemande. L'ironie n'échappe pas à von Bock. L'armée qu'il a aidé à reconstruire dans les années 1930 s'effondre sous le poids d'une stratégie qu'il considère comme fondamentalement défectueuse. Après sa destitution finale en juillet 1942, von Bock se retire dans son domaine en Allemagne. Il passe les années suivantes dans une semi-obscurité, écrivant son journal et observant la guerre de loin. Contrairement à certains officiers, il ne participe pas au complot du 20 juillet 1944 contre Hitler. Son sens du devoir prussien, même face à un régime qu'il méprise de plus en plus, l'empêche de trahir son serment. Cependant, von Bock n'est pas totalement épargné par les derniers soubresauts du régime nazi. En 1945, alors que les forces soviétiques et américaines convergent vers l'Allemagne, il tente de se déplacer vers l'ouest avec sa famille pour éviter la capture par l'armée rouge. Il comprend que les soviétiques ne traiteraient pas avec clémence l'homme qui a failli prendre Moscou. Le 3 mai 1945, 5 jours avant la capitulation allemande, von Bock et sa famille voyagent sur une route près d'Oldenburg, dans le nord de l'Allemagne. Un chasseur britannique attaque leur véhicule,
probablement le prenant pour un convoi militaire. Von Bock, sa femme et sa belle-fille sont tuées instantanément. C'est une fin brutale et ironique pour un homme qui avait survécu à 2 guerres mondiales et à d'innombrables batailles. Sa mort dans ces circonstances obscures reflète le chaos des derniers jours du Troisième Reich. Contrairement à Rommel, qui reçut des funérailles d'État, ou à d'autres maréchaux qui furent jugés à Nuremberg, Von Bock disparaît presque sans laisser de traces. Ses mémoires et journaux personnels, qui auraient pu fournir des perspectives précieuses sur les décisions stratégiques allemandes, restent incomplets et fragmentaires. L'héritage de Fedor von Bock demeure complexe et controversé. D'un point de vue strictement militaire, il était un tacticien compétent qui exécuta brillamment les premières offensives de la Seconde Guerre mondiale. Ses campagnes en Pologne et en France démontrèrent une maîtrise de la guerre mécanisée moderne. Son approche méthodique et sa coordination précise des différentes armes produisirent des victoires rapides et décisives. Cependant, von Bock n'était pas un génie stratégique. Il excellait dans l'exécution de plans existants, mais montrait peu de créativité dans leur conception. Ses protestations contre les décisions d'Hitler, bien que souvent justifiées tactiquement, venaient généralement trop tard ou manquaient de la force nécessaire pour changer le cours des événements. Sa loyauté prussienne traditionnelle envers l'autorité constituée l'empêcha de remettre en question fondamentalement le régime qu'il servait. Sur le plan moral, von Bock occupe une position ambiguë. Il n'était pas un nazi idéologique et protestait occasionnellement contre les atrocités commises par les SS. Cependant, ces protestations étaient motivées par des considérations pratiques plutôt que par des principes moraux. Il ne prit jamais de position significative contre les politiques génocidaires du régime. Son armée créa les conditions permettant aux Einsatzgruppen de mener leurs massacres systématiques. Comparé à d'autres commandants allemands, von Bock reste relativement peu connu du grand public. Rommel bénéficie d'une légende romantique, Guderian est reconnu comme le père des troupes blindées, et Manstein est étudié pour son brillant stratégique. Von Bock, en revanche, apparaît comme une figure plus terne, un professionnel compétent mais sans la flamboyance ou l'innovation de ses contemporains. Cette relative obscurité s'explique en partie par sa mort prématurée en 1945, qui l'empêcha de participer au débat d'après-guerre sur la conduite du conflit. Elle reflète également la nature de son rôle, un exécutant efficace plutôt qu'un visionnaire. Von Bock représente le type d'officier qui rendit la machine de guerre allemande si efficace dans les premières années, mais dont les limites contribuèrent également à sa défaite finale. Pour les historiens militaires, von Bock illustre les dangers d'une loyauté aveugle et de l'absence de questionnement moral. Son expertise technique ne pouvait compenser les défauts stratégiques fondamentaux de la guerre d'Hitler. Son échec devant Moscou symbolise le moment où l'ambition allemande dépassa ses capacités réelles. En fin de compte, Fedor von Bock fut un homme de son temps et de sa classe. Un aristocrate prussien dont les valeurs militaires traditionnelles furent mises au service d'un régime qui trahissait tout ce que la tradition militaire prussienne prétendait représenter. Sa carrière illustre comment le professionnalisme technique peut être détourné vers des fins destructrices lorsqu'il n'est pas guidé par des principes moraux solides. L'histoire de von Bock nous rappelle que l'excellence tactique ne garantit pas la victoire stratégique et que le devoir militaire ne peut remplacer la responsabilité morale. Si vous pensez que comprendre ces nuances historiques aide à éviter les erreurs du passé, cette chaîne continue d'explorer ces parcours complexes qui ont façonné notre monde. L'homme qui a failli prendre Moscou reste un symbole des ambitions démesurées et des tragédies évitables qui ont marqué la Seconde Guerre mondiale.